Alors le thème de ce soir c'est le chinour, l'éducation. C'est en réalité, on va parler d'un aspect important certes du chinour, mais il faut savoir que le chinour c'est un long programme qui s'étend sur de nombreuses années, les années de l'enfant. On va dire comme ça, le chinour est composé de 3 points. Le père, la mère et l'enfant. Parce que parfois le père il a une vision des choses, il veut éduquer son enfant d'une certaine façon, ou il éduque une partie de l'enfant, parce que l'enfant c'est un tout, comme l'adulte, l'être humain c'est un tout, c'est beaucoup de choses. La mère, c'est une autre perception de l'enfant, c'est une autre vision de l'enfant. Et il faut conjuguer, trouver l'harmonie, l'équilibre entre la vision du père et la vision de la mère vis-à-vis de l'enfant. Et les frères et les sœurs, Les frères et les sœurs, je dirais, c'est un détail dans le chinour. Ou un détail important, mais c'est pas le chinour. Par exemple, dans le programme de l'éducation, on va apprendre à l'enfant à vivre en société. Société familiale, société communautaire, société du monde. Ça va faire partie du programme. On va essayer de toucher des points qui sont basiques dans le chinour, dans l'éducation. Quand on parle aussi de chinour, il y a aussi chaque enfant, on sait que c'est une entité à part. Chaque enfant c'est un individu. Un exemple simple. Il y a des enfants à qui c'est bien de crier de temps en temps. Et les enfants surtout pas. Il ne faut jamais crier. Et c'est pas entre mes enfants et tes enfants. C'est entre mes enfants eux-mêmes. Mais il y en a avec qui il faut être plus sévère, l'autre plus strict, l'autre plus doux, l'autre plus... Il y a des enfants où tu peux crier jusqu'à demain, ils n'entendent rien. Alors ça ne sert à rien de crier. Il y en a au contraire, quand tu cries un peu, ça le stimule. Crier, ou lever la voix, le ton, etc. Donc chaque enfant, on n'éduque pas un enfant comme on éduque un autre. Une des erreurs fondamentales que tout le monde fait, malheureusement, dans le chinour, c'est le comparatif. Et là, par exemple, les frères et sœurs, ça peut être au contraire. Ça peut être, je dirais, un danger dans le chinour. Regarde tes frères, regarde ce qu'il fait ton frère, lui il a réussi, là, t'as pas réussi. Jamais on fait ça, on ne fait pas de comparatif. Ou alors regarde, et ton frère il est gentil, ou ta soeur elle est comme ça, et toi tu es méchante. Alors dans la famille, on va le gentil et le méchant. Le comparatif, ou alors, ouais, regarde les enfants de l'autre, ils réussissent, et toi tu as raté. Pas de comparatif, c'est un tabou. Je dirais même, certains parents disent parfois, moi quand j'étais à l'école, je travaillais bien, toi, tu travailles... Non, entre moi et mon enfant, il n'y a pas de comparaison. Moi, je suis moi et mon enfant, c'est mon enfant. Un autre point important dans le chinour, c'est qu'en réalité, l'enfant, il évolue. Ou je dirais peut-être encore plus simplement, il change. Au début, il est bébé, après c'est l'enfance, après la petite enfance, après la grande enfance, après le début de l'adolescence, après la fin de l'adolescence, le début de l'âge mature, etc. Chaque âge a son éducation. On ne parle pas à un enfant de 6 mois comme on parle à un enfant de 6 ans, etc. On voit par exemple un enfant d'1 an qui fait une bêtise, qui fait tomber la bouteille, ah, tout le monde rigole, ah c'est mignon. Bon, des fois ça nous énerve. Quand il est plus loin, qu'il regarde ça, il dit, ah, tu pouvais pas faire attention. Je ne dis pas que ça doit être comme ça, je dis juste que si la réaction des parents est différente, c'est que l'enfant il change. Et il faut savoir parler ou éduquer, parce que éduquer c'est pas seulement parler, ça va beaucoup passer par la parole. Il faut savoir éduquer l'enfant en fonction, adapter l'éducation, on va dire, en fonction de l'âge et en fonction de ce qu'il est par rapport à lui-même. En réalité, tous ces points-là se résument dans l'introduction de Ravolvé. Il y a un livre génial sur l'éducation qui est très petit, qui est très court, qui s'appelle Semer et construire dans l'éducation, Zria et Binyan Bechinour. Mais
Ravalbé, le premier point qu'il dit que le chinour, c'est pas, on va dire, quelque chose qu'on devine. C'est pas quelque chose qu'on ressent. Ça veut dire, moi je sens que mes enfants, je vais les éduquer comme ça. Beaucoup de parents pensent que le chinour, c'est quelque chose d'inné, de spontané en eux. Eh ben, il y a, de la même façon qu'on devient père et mère de façon spontanée, génétique, eh bien, alors on va éduquer les enfants. C'est pas du tout comme ça. D'ailleurs, l'éducation, le chinour, dans la Torah, c'est pas le chinour, comme chez les psychologues, les pédagogues, etc., etc. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont bien de savoir, aussi bien au niveau du développement physique de l'enfant, du développement mental, etc. Mais il y a le chinour dans la Torah. Le chinour dans la Torah, c'est pas seulement lui enseigner la Torah, ça c'est clair, c'est une mitzvah de la Torah, veshinantam levanecha. Je dis, les concepts de chinour existent aussi dans la Torah. D'ailleurs, c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. Un des points, une des soubiotes, en réalité même dans la Gemara, dans les psukim, dans la Torah, dans le Chumash, dans le Navi, ça manque pas. Le chinour, c'est un monde, c'est un univers. Le chinour, c'est... Alors on aime bien dire les enfants, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est la génération suivante, c'est l'espoir. Oui, mais si on ne donne pas aux enfants les outils pour construire cet avenir, d'abord leur propre devenir, mais après le devenir de la génération, ça fait des catastrophes. Alors, c'est bien d'avoir des shaylotes des questions de halakha dans la kashrut, dans le Shabbat, dans Nida. Mais rares sont les questions dans le chinour. Et c'est dommage parce que les gens, dès qu'ils ont un problème, hop, tout de suite ils vont voir le psychologue. J'ai pas obligatoirement quelque chose, voire je n'ai rien contre les psychologues ou autres. Des fois, on conseille, c'est vrai qu'il y a des enfants, à problème, à vérifier. Mais imaginons qu'il y ait des enfants qui aient vraiment des problèmes, des sévères. Mais il y a des enfants, je donne un exemple personnel. Un de mes enfants, donc cette année il était au CE1, et il ne travaillait pas spécialement bien. Bon, alors la maîtresse, elle a été voir ma femme plusieurs fois, elle a dit, vous savez, votre enfant, il n'est pas stimulé, il rêve beaucoup, et il faudrait qu'il arrête de rêver. Quand ma femme m'a rapporté ça, je lui ai dit, il ne faut surtout pas dire à un enfant d'arrêter de rêver. L'enfant vit dans le rêve. On ne dit pas à un enfant, arrête de rêver. Alors, soit on explique. Alors moi, quand ma femme m'a dit ça, j'ai dit à mon fils, tu sais, tu rêves, c'est bien, de quoi tu rêves? D'abord, je suis entré un petit peu dans son jeu. Je lui ai donné du crédit. Tu rêves? De quoi tu rêves? On a parlé de ses rêves. Elle me dit, oui, je suis en classe, je regarde par la fenêtre et il rêve de toutes sortes de choses. C'est génial de rêver. Mais rêve, mon fils. Toute la Torah, c'est le rêve. Toute la vie, c'est le rêve. On ne dit pas à un enfant, arrête de rêver. C'est n'importe quoi. C'est aller à l'encontre de la direction de l'enfant. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est deux possibilités. En tant que parent, ou en tant que professeur, je peux dire à mon enfant, maintenant s'il y a 1 heure de cours, diminue le rêve. C'est sûr que la maîtresse, elle a voulu dire ça. Moi, je le comprends parce que je suis un adulte. Mais quand la maîtresse, elle dit à l'enfant, arrête de rêver, l'enfant, il dit, ça là, elle est folle. Moi, j'arrête pas de rêver. On rêve dans la vie. La vie, c'est un grand rêve. Et ça, notamment, dans l'éducation, il faut faire très attention à ce qu'on dit à l'enfant. Et comment tu vas apprendre alors à l'enfant à mieux se concentrer? Ça, bébête, ce que je vais dire, c'est très facile à dire, mais après le mettre en pratique, surtout pour une maîtresse ou pour un professeur dans une classe où il y a 25 enfants, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, un des métiers les plus durs au monde, c'est l'enseignement. C'est très difficile, mais on va dire comme ça. En vérité, je vais le dire de façon un petit peu utopique ou théorique, mais en réalité, il faut le retrouver dans la réalité, ça marche. Il faut juste trouver le moyen de le mettre en pratique. En réalité, un professeur, il doit faire rêver ses enfants, ses élèves. C'est pas arrêter de rêver, maintenant on revient dans le monde de la réalité, 2 plus 2, ça fait 4. Tu connais pas ta leçon, 0, tu vas chez le directeur, punition. Non, là, tu as tué mon rêve. Il faut arriver à faire... À capter l'attention. À capter l'attention.
Comment on capte l'attention d'un enfant? Pourquoi un enfant devant un dessin animé, il est comme ça, bouge le nez, ça le fait rêver? En réalité, on devrait... Mais là, tu es en train de parler du travail du professeur. Moi, je te parle du travail de l'élève. Il fait rien, là. Il a capté. Non, mais un enfant... Lui, il n'a rien fait pour se concentrer, lui. Effectivement, ça va dépendre de l'âge. Mais dans mon exemple, que l'enfant il est au CE1, je ne peux pas lui demander de faire un effort de concentration. Pourquoi? Déjà parce qu'en tant qu'adulte, je sais que la concentration, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et on sait, il y a des études sociologiques, etc. Il y a des études même des adultes qui suivent un cours d'1 heure, en réalité, leur capacité de concentration, elle est de 7 minutes. Hein, il y a un truc comme ça. Tu te rends compte? Moi, quand j'écoute quelqu'un parler, je peux me concentrer 7 minutes. Qu'est-ce que je vais demander à un enfant de se concentrer pendant 1 heure? C'est impossible. Donc déjà, quand on demande à l'enfant, concentre-toi, d'abord c'est quoi se concentrer? Mais lui, il est très concentré dans ses rêves. Alors, je te parle, mais on le voit que l'exemple de la maîtresse, du professeur, c'est un exemple. Mais des fois, même les parents, on parle aux enfants, et on sent qu'ils ne nous écoutent pas. La pause, on dit, fais-le. D'accord, je le ferai. Quel que soit l'âge, je fais ma vie, je grandis, parce que ça aussi, c'est encore un point dans le Ridour. Il y a beaucoup de points, c'est que si je brase un petit peu toutes les grandes lignes du Ridour, avant de voir une Gemara, si on verra la Gemara, mais je peux pas demander à l'enfant, déjà, je ne peux pas demander à l'enfant ce que moi, je ne peux pas faire. Une règle aussi fondamentale dans le Ridour, c'est qu'en réalité, l'enfant, il n'est pas là pour entendre. Le Ridour, il ne se fait pas par ce qu'il entend, mais il se fait par ce qu'il voit. C'est le référentiel. Il voit son père, il voit sa mère, il dit j'ai envie d'être comme eux. Un autre exemple personnel, j'espère que ma femme ne regardera pas cette vidéo, mais un jour ma femme elle me dit, bon, moi j'aime bien la taquiner sur tout ça, elle me dit, dis aux enfants de ranger. Alors je lui dis, mais je ne peux pas leur demander de ranger si moi-même je ne range pas. Et lorsque je rangerai, je ou tu, ça veut dire, si nous, parents, on ne range pas, elle m'a envoyé une tarte, et comment je range? Bien sûr que je range, c'est pas une femme qui est dérangée dans le sens. Bien sûr qu'elle range. Mais même ça, tu dis à un enfant range. D'abord, premièrement, il va dire, selon son référentiel psycho patati patata, lui, il voit que c'est pas rangé. Ah, mais t'as rangé, très bien. Mais lui, quand il a besoin de chercher une fourchette, il ne sait pas dans quel tiroir. Donc il dit c'est pas rangé. Même si toi, adulte, maman, dans ta cuisine, tu as le tiroir des fourchettes, le tiroir des verres, le tiroir des serviettes, mais l'enfant, quand il vient, c'est pas écrit fourchette, serviette. Il sait qu'il y a un tiroir, lequel, il faut qu'il les ouvre tous. Jusqu'à ce qu'il trouve le bon. Il dit, ah non, j'ai trouvé le tiroir à fourchette. La même chose quand il va aller chercher ses chaussettes. Il va tirer tous les tiroirs jusqu'à ce qu'il trouve le bon. Premièrement. Deuxièmement, donc ça veut dire, l'éducation, elle ne se fait pas à travers ce qu'on dit, mais à travers ce qu'on vit. Encore un point qui découle de cela, c'est que la façon, je dirais même le vocabulaire, pas seulement l'intonation, même le vocabulaire qu'on emploie pour parler aux enfants, c'est pas le même. Alors, c'est pas le même vocabulaire qu'on emploie pour parler à des adultes. Je donne un exemple très simple, encore des expériences personnelles. Mon fils, toujours du CE1, j'en ai d'autres avec tous, mais ce soir c'est celui du CE1. Alors il y avait un exercice, il y avait un texte, et dans le texte, donc la maîtresse elle a dit, il fallait qu'il apprenne le texte. 1 jour, 2 jours, 3 jours, au bout d'une semaine, la maîtresse elle dit, votre fils, pardon, il ne connaît pas son texte. Alors ma femme, elle m'en parle, elle dit qu'il ne connaît pas son texte. Je dis, ah bon, ben, je vais lire avec lui. Alors je dis à mon fils de lire, il lit. Bon, alors il lit déjà pas très vite au CE1. Le monsieur... Je dis, stop. T'as compris ce que tu dis? Le monsieur... Les mots sont un peu saccadés, sont un peu coupés.
Oui, j'ai compris que c'est un monsieur. Ok. Et j'ai fait comme ça avec lui, pratiquement, dans les mots un peu longs, un peu durs à prononcer. Je suis bon, maintenant tiens lui, puisque je vois que bon, t'as tous les mots. Raconte-moi l'histoire. Ferme le texte, raconte-moi ce que tu retiens, avec tes mots à toi. Il n'arrivait pas. Bloqué. Alors bien sûr, pour la maîtresse, il fallait que notre fils aille voir psychologue pour enfants, ou je ne sais plus comment ils appellent ça, pour les... Je dis à ma femme, t'inquiète pas, je connais mon fils, je sais qu'il est pas un idiot, il n'a pas besoin d'une psychologue, on va le dire. Oui, ça y est, tout de suite, c'est ton fils, c'est le meilleur, je sais. Et j'ai fait des expériences et des analyses que, bon, je suis un peu dur avec les professeurs, je suis arrivé à une conclusion que c'est la prof qui avait besoin d'un psy. Mais bon. C'est pas toujours l'enfant. Et pourquoi on critique l'enfant dans sa capacité d'adaptation et on ne critique pas le professeur dans sa capacité de transmission? Parce que si un enfant qui est le capteur, il y a le professeur qui est l'émetteur. Moi je me rappelle, on se rappelle tous qu'on avait des professeurs qui ne nous donnaient pas envie de travailler. Des fois même dans la façon de parler, de se tenir, ou je sais pas, ils avaient une sale tronche, ça ne nous donnait pas envie de travailler. Même l'humeur du professeur, ça va dire, la capacité d'émettre, elle est plus importante que la capacité de capter et d'entendre. Donc un autre exemple par rapport au langage, donc mon fils il lit, et je vois qu'il a un blocage. Alors je cherche les mots qui me paraissent difficiles, et je tombe sur un mot qui était un mot-clé dans le texte. Parce que s'il n'arrive pas à raconter, c'est qu'il lui manque un mot-clé. S'il arrive à raconter qu'il oublie un détail, je donne un exemple, s'il dit la voiture rouge est partie de la maison jusqu'à la mer, si dans l'histoire il me raconte la voiture et il ne dit pas qu'elle est rouge, c'est pas grave, c'est un détail. On n'est pas au FBI ou à la police pour savoir la couleur. Mais s'il n'arrive pas à raconter, c'est que le sujet essentiel qui est la voiture, il n'a pas compris c'est quoi une voiture, alors il ne peut pas la raconter. Il ne peut pas inventer des mots sur des choses qu'il ne comprend pas. Alors, j'ai cherché dans le texte un mot qui me paraissait difficile. Difficile, c'est-à-dire là où il faisait un blocage, alors que c'était un mot essentiel, parce qu'encore une fois, s'il n'arrive pas à raconter l'histoire, c'est que le sujet ou des éléments essentiels de l'histoire, il ne les a pas. Donc il y a des trous, il dit je ne peux pas raconter. C'était quand même beaucoup de temps de travail pour comprendre et faire et tout. Alors je trouve un mot, l'édifice. On va se parler d'une grande bâtisse, l'édifice. Déjà quand il le lisait, c'est un mot long. L'édifice. Il y a 3 syllabes. Et comme c'était un mot-clé dans l'histoire, je me dis, c'est quoi l'édifice? Il y a un édifice. Il me dit, l'édifice, c'est l'édifice. Donc lui, dans son histoire, la voiture qui est partie de l'édifice, il ne voyait pas le rapport. C'est-à-dire, non seulement qu'il n'a pas compris le mot, mais il lui a donné un autre sens. Lui, il a entendu, surtout qu'il le coupe, quand il dit l'édifice. Il croyait qu'il y avait les 10 enfants. Il ne comprenait pas. Il y avait un décalage. Donc ça veut dire, j'en ai plein comme ça, ça veut dire que le choix des mots doit être saisi par l'enfant. Je ne vais pas lui parler avec des mots d'adultes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un enfant il écoute? Encore une fois, que ce soit à l'école, c'était un exemple, mais même à la maison. C'est pas seulement ça. Dire à un enfant, range ta chambre, pour un enfant, ça ne veut absolument rien dire. Pourquoi? D'abord parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire ranger. Mais enfin, tu ne peux pas ranger un peu ta chambre si je ne l'ai jamais appris à ranger. Pour nous, il y a une évidence que ranger, c'est mettre les chaussures là, c'est mettre le cartable là, c'est mettre la veste ici, c'est tirer le drap comme ça. C'est que ranger. Il faudrait faire un exercice de rangement pendant des semaines et des semaines, comme toute chose. De la même façon qu'un enfant, il lui faut du temps pour aller aux toilettes, pour être propre, pour manger tout seul, pour s'habiller tout seul. Un enfant, il ne s'habille pas tout seul à 8 mois. C'est au moins 2 ans. Mais le rangement aussi. L'enfant, vous ne pouvez pas ranger un peu votre chambre? Mais on n'a jamais expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire ranger?
Alors pourquoi ma mère, maintenant, je vois ici une femme ou un homme, rangez vos affaires. Rangez vos affaires. C'est pas ça. Un enfant ne sait pas la traduction du mot ranger. C'est pas qu'il ne sait pas ranger. Tout simplement, il ne comprend pas. Si je lui parle en chinois, il ne comprend pas. Deuxièmement, ça c'est déjà un âge un petit peu plus avancé, peut-être 7-8 ans. Quand on lui dit range tes affaires, qu'est-ce qu'il dit? Mais enfin, mes affaires sont rangées. Là, il a compris qu'il y a une notion de rangement. Il ne met pas ses chaussettes dans ses jouets. Donc, il a compris qu'il y a des éléments qu'il faut séparer. Mais maintenant, quand je lui dis range tes affaires, qu'est-ce qu'il rétorque? Mes affaires sont rangées. C'est-à-dire que le référentiel, j'ai compris, première étape, c'est de comprendre, c'est dire quoi? Ranger. Deuxième étape, il faut comprendre, c'est quoi le référentiel du rangement. Alors moi, je dis à ma femme, arrête de dire aux enfants de ranger leur chambre, parce qu'ils te disent qu'elle est rangée, et c'est vrai qu'elle est rangée. Maman, notre chambre est rangée. Oui, c'est Khazak. Elle monte, et ah non, c'est pas rangé. Ils m'ont menti. Non, non, ils n'ont pas menti. Un enfant, ça ne ment pas. Ça dit absolument que du mensonge. Et pas le mensonge dans le sens, bon alors celui-là je vais le rouler, je vais lui mentir. Un enfant, ça ne sait pas dire la vérité. Non, parce que ça aussi, il faut définir ce qu'un mensonge, c'est quoi la vérité. Comme si les adultes, ils savaient dire, un jour, je parlais avec un parent, il me dit, t'en compte, les enfants, ils mentent, tu fais, toi, tu mens jamais. Jamais. Tu dis toujours la vérité. Tu mens pas aux commerçants, tu mens pas aux clients, tu mens pas dans la rue, tu mens pas à ta femme, tu mens pas à ton père, tu mens pas... Et à tes enfants aussi, tu ne mens pas, t'es un sadique. Allez, oui, la société d'aujourd'hui, il faut mentir. Ah, alors que tu veux. Ne te plains pas que les enfants ils mentent, si toi-même tu mens. Et ça, l'enfant il le sent, il le flaire. L'enfant il a un cœur très sensible. Alors je dis bien encore, l'enfant il dit que c'est rangé. Il n'a pas menti. Il a rangé selon son référentiel, pas selon le tien. Et ce décalage de génération, ce décalage de dialogue, c'est qui fait tous les conflits, toute la difficulté. Il faut parler à un enfant, parce que le but, comme dit l'homme arabe, quand on parle, c'est d'être entendu. C'est pas j'ai dit un beau discours et je m'en vais, après je m'engueule pourquoi il n'a pas fait. C'est pas, à nos enfants, on ne fait pas des discours magistraux. On parle à un enfant pour qu'il comprenne. Alors adaptons le discours pour que l'enfant ait compris qu'est-ce que j'attends de lui. Ça aussi c'est un point. Qu'est-ce que j'attends, moi en tant que parent? Qu'est-ce que la Torah, elle attend de l'enfant? Qu'est-ce que la vie attend de l'enfant? Mais surtout, qu'est-ce que l'enfant doit attendre de lui-même? Parce que des fois on dit à l'enfant range. Pourquoi? Parce que moi, ça me dérange que ça soit dérangé. C'est que moi, je m'en fous que dans la vie tu sois balagade, mais chez moi, il faut que ça soit rangé. Ah, donc ça, c'est plus, je lui apprends plus le rangement, je lui apprends le respect de l'autre. Et ainsi de suite, comme ça, si on commence à analyser, c'est la Rassof. Le chidour, c'est énorme. Ok, le rangement, c'est un exemple parmi tant d'autres. Une mère qui dit aux enfants, débarrassez. Vous savez, manger, débarrasser. Est-ce qu'elle va apprendre aux enfants le chesed? Est-ce qu'elle va apprendre aux enfants d'avoir pitié de leur mère parce qu'elle n'en peut plus, elle est crevée? Donc ce serait de la karatatov. C'est pas du tout le même discours. Mais enfin, vous avez mangé, vous pouvez débarrasser. Comme s'il y avait une évidence. Qui pour un adulte peut s'entendre? Mais pour un enfant, t'as mangé, tu débarrasses. Bon, moi j'avais dit qu'il fallait débarrasser. Au contraire, lui l'a appris pendant 2 ans, voire 3. Pendant 9 mois, il a mangé, il n'a rien débarrassé. Après, au sein de sa mère ou au biberon, il a jamais débarrassé. Tout d'un coup, à 3 ans, 4 ans, 6 ans, 7 ans, débarrasse. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Lui, il a mangé, il s'en va. C'est fini. Hop. Alors maintenant que j'ai l'enfant débarrasse, c'est pour lui apprendre quoi? Que dans la vie, il faut du sévère, ou que dans la vie, il faut un petit peu aider, il faut contribuer la karatatov, je lui apprends le chesed, je lui apprends la karatatov, et ainsi de suite. Il faut d'abord bien définir l'objectif. Et ensuite, il faut trouver le moyen pour atteindre cet objectif. Très souvent, on va dire 99%, les erreurs de Chidour, c'est qu'il nous manque ou l'objectif, ou le moyen. Ou si on les a, mais ils sont en décalage. Il n'y a pas de correspondance entre l'objectif que l'enfant doit atteindre, pas l'objectif que je veux, moi, en tant que père ou en tant que mère, que mon enfant atteigne. Ça, c'est pas un objectif, ça, c'est un intérêt. Il y a des parents qui font des enfants ou qui font du chidour, plus exactement, par intérêt. Voilà ce que j'attends de toi. C'est une erreur. J'éduque pas l'enfant par rapport à ce que moi j'attends de lui.
J'éduque l'enfant par rapport à ce que lui-même devra attendre de lui-même. Maintenant, il y a des parents qui ont compris l'objectif, c'est dire, bon, il faut être quelqu'un de bien, et sans rentrer dans ce même objectif, mais ils n'ont pas le moyen. Il y a des parents, comme dans la vie, il y a des gens qui ont des très bonnes idées, mais ils ne se donnent pas le moyen, ou en tout cas ils se loupent dans le moyen pour atteindre cet objectif. D'apprendre aux enfants de ranger, ou d'apprendre aux enfants à faire leurs devoirs. C'est un objectif noble. Dans la vie, il y a des devoirs. Même si le mot devoir, je ne l'aime pas, mais bon. Disons qu'il existe. Il y a un devoir à rendre. L'objectif est noble. Il faut que tu aies une bonne note. L'objectif est noble. Il faut réussir dans la vie. L'objectif est noble. Et maintenant, le moyen. Fais tes devoirs aussi là. Ça, c'est pas un moyen qui est bon. Tant que tu n'as pas fini tes devoirs, on ne sort pas. Il n'en peut plus. C'est déjà il a travaillé toute la semaine. Si encore le dimanche tu le fais travailler, tu lui fais sortir la Neshama. Qu'un enfant il doit apprendre la Mishnah, le Chumash, la Gemara, c'est noble. Mais les réactions disent allez, tu comprends rien, tu es nul, allez, répète, vite. Le moyen il n'est pas bon. Alors je reviens sur un des points qu'on a dit tout à l'heure parce que ça va régler pas mal le problème. L'enfant il a une grande qualité, il rêve. Il est dans ses fantasmes infantiles, il rêve. Walt Disney, il est dans un monde irréel. Et nous, on essaye, tout l'art du Chinour, c'est d'essayer de lui dire que, ok, tu rêves, c'est bien, continue à rêver, on est tous des rêveurs. L'homme, il a rêvé de marcher sur la Lune, aujourd'hui, il rêve d'aller sur Mars. Mais hey, arrêtez de rêver, pourquoi? Tout le monde rêve. On va essayer de lui dire, ce que tu rêves, c'est un objectif. Il y a le monde de la réalité, et si tu sais employer la réalité à bon escient, tu vas arriver à tes rêves. Il ne faut pas tuer les rêves de l'enfant. Alors comment on fait? On le stimule. On va utiliser le rêve de l'enfant, parce qu'à son âge, le rêve, ce n'est pas un objectif, c'est un moyen. À l'âge adulte, rêver, ça peut être un objectif. Alors, je dis rêver ici dans le sens d'objectif. Objectif et comment on dit, et projet. Bah, j'ai un projet. J'ai des rêves. Mais la stimulation, ça ne marche pas avec tous. Pourquoi tu dis ça? Moi, je pense que ça marche avec tous. Moi j'ai une fille, tu peux lui promettre ce que tu veux, elle s'en fout. Hein. Comment ça se fait? Elle s'en fout, elle a pas envie de faire, elle fait pas. Tu peux lui dire si je vais t'acheter, je te donne 10 euros, le poupée. Ouais, chez un psy, comme dirait la prof de mon fils. Non, il faut trouver ce qui lui plaît. Ça peut être une motivation, un stimulus. Il faut trouver, parce qu'attention. Mais si elle ne veut pas faire, de toute façon elle va se bloquer. Donc, Pour des blocages, il faut voir. Encore une fois, c'est sûr. Non, je ne peux pas. C'est sûr qu'on parle là de façon très générale, on touche beaucoup de points. Moi, je pense que chaque enfant, en général, comme ils disent les Français, bien constitué, que sa psychique, etc., a toujours quelque chose, il aspire à quelque chose. Et cette aspiration chez l'adulte, c'est un objectif. Et le moyen, ben, je vais lui donner les moyens pour atteindre cet objectif. Les rêves de l'enfant ne sont pas des rêves, comment on va dire, qui vont le conduire. Aujourd'hui, quand il rêve de jouer des heures non-stop, même si jouer c'est important dans la vie, mais ce n'est pas un objectif de vie. On ne passe pas son temps à jouer. C'est bien pour son développement psychique, patati, son équilibre mental. Bien sûr, jouez les enfants à la brioute, allez, jouez. Mais il ne va pas passer toute sa vie à jouer au Playmobil ou aux petites voitures. Donc quand il est petit, le rêve, il faut récupérer son rêve pour faire le stimulus de son travail. Il ne faut pas lui tuer son rêve. Bon, après, il faut voir évidemment, c'est sûr qu'elle doit aimer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit... Il y a tellement de choses, après il faut trouver. Chez un, ça va être l'argent. Chez l'autre, ça va être un appareil, un jouet, ça va être une sortie. Aujourd'hui, tu sors avec maman 1 heure. Ça la responsabilise, elle grandit. Parce que l'enfant, il aspire en réalité à une seule chose, à grandir. Moi aussi, je sais faire des choses. Je sais faire des autoroutes avec mes voitures, je sais faire des guerres avec mes soldats, je sais faire la guerre moi-même avec, dès que je trouve un petit bout de bois, Un enfant, dès qu'il trouve un bout de bois, c'est ou une arc, ou un flingue. C'est tout ce qu'ils ont dans la tête, les enfants. Tu ne peux pas voir un bout de bois et dire, ah, avec ça,
Dieu, il a donné la Torah au Mont Sinaï. Là, à la fin, il pense pas dire à Dieu, il y a un Mont Sinaï, il n'y a rien du tout. Il voit une balle, c'est pour lancer chez le voisin, c'est comme ça. C'est pas pour jouer avec, ou alors c'est pour lancer contre le mur, ou toi, c'est juste de l'autre côté en train de faire ta sieste. Va jouer sur un autre mur, il y en a 400, juste celui-là. Non, c'est ça. Bon, voilà un petit peu tout ça, ça c'est... Ouh là là, il est déjà 11h. Il est déjà 11h, ça fait déjà un moment qu'on parle. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que... La prochaine fois, parce que je ne peux pas abîmer les Gemarotes, c'est dommage. De toute façon, la Gemara, elle parlait un petit peu de ça, c'était un petit peu une introduction à la Gemara. Mais... Je reviens et on va finir sur un point. C'est qu'en réalité, la qualité du Chidour dépend de la qualité des parents. Et chez les parents, il faut deux choses. Il y a deux points importants dans le Chidour pour réussir son éducation. La première, c'est la patience. La deuxième, c'est le shalom. La patience, ça veut dire être à l'écoute de soi, parent. Il y a des moments où il ne faut pas éduquer. Là, je suis très énervé, mon fils, ma fille m'énerve, les enfants m'énervent, c'est pas le moment de les éduquer. On n'éduque pas les enfants quand on est énervé, par exemple. On les éduque pas quand on est fatigué. C'est pas le moment. Ah, il a fait une bêtise, c'est énerve. Eh ben, je lui dirai tout à l'heure, dans une heure, ça va de toutes les façons. Toutes les façons maintenant. De toute façon, je peux rien faire. Et la bêtise, il l'a faite. Il y a des périodes dans la journée où on n'est pas en mesure d'éduquer les enfants. Il a fait une bêtise. Bon, je rentre du travail, il est 7h, je suis fatigué, je suis énervé, j'ai chaud, j'ai faim, j'ai froid. Voilà. Éduque les enfants. Non, pas maintenant. Tu me laisses d'abord 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Dans un quart d'heure, je serai bien, je serai moi-même équilibré. Alors, patience avec soi. Alors, pourquoi il faut être bien? Parce que si je ne suis pas bien avec moi-même, je n'aurai pas la patience pour mon fils, pour ma fille. Va te coucher. Pourquoi les enfants, il faut leur dire 100 fois va te coucher ou fais tes devoirs? En réalité, les enfants, l'art du Chidour, c'est quand je dis à l'enfant une fois, ah oui, il y a une erreur. Moi, je trouve que c'est une erreur fatale dans l'éducation. C'est quand les parents ils disent va faire ça, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, c'est un tabou. Pourquoi tu vas compter jusqu'à 3? Je te l'ai dit, tu le fais tout de suite. Il n'y a pas je compte jusqu'à 3. Si tu comptes jusqu'à 3, c'est que tu lui laisses la possibilité de ne pas t'écouter 2 fois. Oui, tout de suite, ils ne connaissent pas. Il n'y a pas, moi je dis aux enfants, je te l'ai dit, tu exécutes. Ils ne savent pas ce que ça veut dire tout de suite. C'est vrai, mais pas 3 fois. Alors je te laisse un peu de temps, et encore. Va faire. Ne tarde pas, fais-le, j'attends de toi que tu fasses, mais je compte jusqu'à 3. Je suis en train d'apprendre à mon enfant que jusqu'à 3, il n'est pas obligé de m'écouter. Moi, je pense à un taout, non, on ne dit pas d'enfant. Je compte jusqu'à 3 ou je compte jusqu'à 10. Qu'est-ce que tu comptes? On ne joue pas à cache-cache. Tu fais, tu fais. Ah, ça te prend du temps, le temps d'adaptation, de compréhension. Alors là, moi, je dois avoir de la patience. Là, ça me la doute. J'ai de la patience pour que l'enfant, il intègre ce que je lui dis, qu'il le comprenne, qu'il le mette, qu'il l'adapte, qu'il le mette en pratique, etc., etc. Bien sûr, je peux dire, on remet tout de suite, exécute, sinon. On ne menace pas. Il n'y a pas de menace. Sinon, je t'en envoie une. Qu'est-ce que tu m'envoies? Envoie-la à toi-même, réveille-toi, qu'est-ce que tu m'en envoies? Encore une fois, je parle de l'éducation générale, je ne parle pas des cas extrêmes. Un enfant qui a fait une bêtise qui est très grave, un enfant qui a fait une erreur qui est très grave, je ne parle pas de ça, je parle au quotidien. Moi, avec les enfants, pardon, je fais très très rarement les devoirs. Je n'ai pas les nerfs. Je n'ai pas la patience. Je n'ai pas la patience avec mes enfants CP, CE, etc. Toutes les classes qu'ils ont passées. Je n'ai pas de la patience. Je dis à ma femme, moi, j'ai pas les nerfs, ça m'énerve. Alors, c'est mes enfants, je fais des milliards de choses avec eux. Et m'asseoir avec eux et faire les devoirs, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Allez, j'ai pas les nerfs. Il faut des nerfs. Ben, je le fais pas. Ah, il va avoir une bonne note, il va avoir une bonne note, mais c'est nerf. Mais au moins, moi, il va pas me haïr. Parce que moi, je préfère avoir un bon rapport avec mon enfant, parce que ça va le poursuivre toute sa vie. Mais qui sait écrire, qui sait pas bien écrire, c'est un peu de... Alors il grandira un peu, il apprendra demain, si c'est pas demain, c'est le mois prochain. Bien sûr, on néglige pas, on n'est pas dans le... Mais si c'est important qu'il réussisse ses examens, c'est encore plus important qu'il réussisse son rapport, sa relation avec ses parents.
Parce que combien d'enfants ils réussissent aux examens et qui ont des super bonnes notes et qui font des super universités et qui ont des bacs plus je sais pas combien, mais avec les parents, ils ont pas de dialogue, ou alors ils ont un dialogue abîmé, ou alors ils sont pas gentils. Pourquoi tu parles comme ça à ta mère? Moi je vois des adolescents, parce que tout ce qu'on fait de tordu à l'enfance, à l'adolescence, c'est un volcan. Combien des adolescents ils parlent à leur mère? Ah, tu parles pas comme ça à sa mère. L'erreur, c'est parce qu'il n'y a pas eu de chinour à l'enfance. Des fois ma femme elle me dit, mais dis aux enfants, même dans la Torah, fait comme si, dis-leur. À l'âge de l'adolescence, avant d'ouvrir ma bouche elle tourne 70, ma langue elle tourne 70 fois dans la bouche. Et dis-leur, ils ne font pas bien le Birkat Amazon, et... Moi je dis rien. Je préfère que... Parce que, bien sûr, le summum, c'est je t'apprends à faire la Torah et tu continues à m'aimer. C'est ce qu'on appelle la Torah, l'âge de la remontrance. Mais si je te dis de remontrance et tu vas me détester, je te dis rien. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire. On s'est lancé dans la saga de l'éducation. On se retrouvera, mes amis, après les vacances.